Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble sur i24 News. Place à l'actualité avec Maurice Fergan, Lise Barimbaum et Myriam Charbit. Bonjour Myriam, vous êtes spécialiste de l'éducation au civisme. Merci d'être là aujourd'hui. C'est la session de rattrapage. Si vous avez raté quelque chose dans la presse cette semaine, eh bien eux, ils ont tout lu, tout vu. Alors surtout, restez avec nous. Vous allez tout connaître d'Israël, c'est promis. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par l'écologie. On en parle trop peu en Israël, mais l'écologie est un véritable débat qui devrait mobiliser plus l'opinion. Cette semaine, une initiative innovante a rassemblé des scientifiques et des organisations écologiques à Tel Aviv, justement en Israël, l'occasion d'évoquer des collaborations possibles. Lise, vous allez nous raconter cet événement et puis on en parle évidemment tout de suite après. Regardez. C'est en plein Yafo, au sud de Tel Aviv, que des sympathisants de la cause écologiste se sont rassemblés pour un débat d'importance. Le thème « Science et activisme, comment répondre aux besoins de demain ?» Ouvert aux scientifiques et aux activistes de la protection de l'environnement, l'atelier a fait appel à une dizaine d'intervenants issus de disciplines différentes telles que la biologie, l'épidémiologie ou les sciences sociales. Une réunion inédite en Israël. C'était la première étape. J'espère que l'Association israélienne pour l'écologie et les sciences environnementales vont continuer à se rencontrer parce que c'est crucial. Ce n'est pas encore courant en Israël et j'espère qu'à l'avenir, ça va se développer. Israël rencontre aujourd'hui de nombreux défis environnementaux. La situation sanitaire préoccupante de Haïfa a été au cœur des débats, ainsi que les défis que posent les OGM à l'agriculture de demain. Le sujet des taux de pollution énormes à Haïfa et dans la région. Il y a également des sujets comme le futur de la mer morte et les produits chimiques, le changement climatique. Dans tous ces sujets-là, on est souvent tenté d'attendre la certitude scientifique, de se reposer sur ses lauriers. Il y a toutes sortes de mécanismes qui sont à l'œuvre pour aller dans le sens d'une inaction politique. Et là, nous pensons que le rôle de l'activisme et le rôle des organisations pour la protection de l'environnement, c'est de venir et justement de présenter le cas dans lequel, bien, écoutez, on a suffisamment de preuves scientifiques, ou même si on n'a pas toutes les preuves, et c'est le moment de passer à l'action politique nette pour provoquer le changement, parce que parfois ce qui est en jeu, c'est la vie de personnes. Des débats d'autant plus cruciaux qu'Israël se trouve dans une position stratégique et géographique délicate. Comment on protège l'environnement en Israël, qui est un pays aussi tendu du point de vue stratégique et du point de vue sécuritaire? Comment on arrive à rentrer ce sujet qui semble être un sujet pour les pays riches, mais qui est néanmoins tout aussi nécessaire dans des pays, y compris des pays dans toutes sortes de situations. Bien sûr, dans la situation dans laquelle nous sommes, il n'empêche, malgré la situation sécuritaire, il faut savoir protéger la vie des gens, leur cadre de vie, et donner un avenir qui soit bon pour les générations futures. Une alliance qui a donc toutes les raisons de se renforcer pour le bien de l'environnement. Alors Lise Barimbaum, quels sont les défis principaux d'Israël en termes d'environnement? Alors déjà, il y a plusieurs grandes villes qui sont confrontées à la pollution, notamment Ashdod, qui est dans une situation critique à cause de l'émission de gaz qui proviennent de voitures. L'eau est aussi touchée en Israël, notamment la rivière Kishon, qui est très polluée à cause des déchets qui viennent de la baie Haïfa, où il y a beaucoup d'entreprises chimiques. Et puis d'autres problèmes graves, comme la pénurie d'eau, par exemple, même si Israël est à la pointe de l'irrigation au goutte à goutte, et certaines espèces qui sont aussi menacées, notamment certains coraux des récifs d'Eilat au sud du pays. Alors on vient de le voir dans le reportage, on a entendu que la mer morte est prête à disparaître, c'est vrai? Rassurez-nous. En tout cas, elle est menacée d'assèchement. En fait, on dit que ce lac qui est le plus salé du monde descendrait d'1 mètre dans certaines zones par an. Donc d'ici 2050, il pourrait disparaître. La faute évidemment aux pompages qui sont effectués par Israël, par la Syrie et par la Jordanie pour nourrir les cultures et pour fournir de l'eau potable aux populations. En tout cas, en Israël, on prend les choses en main et on a créé des piscines artificielles pour essayer notamment de restaurer la végétation naturelle. Dites-moi en plus justement au sujet de ce parti écologiste en Israël. Alors le parti écologiste existe bien en Israël. En fait, il a commencé à faire campagne en 1999 et malgré les 5 scrutins qu'il a fait, il n'a jamais réussi à franchir le seuil d'éligibilité à la Knesset. La meilleure performance c'était en 2006 avec presque 48 000 votes, soit 1,5% des votes à l'époque. Surtout connu pour la légalisation du cannabis, ce parti écologiste. C'est un autre parti celui-là. C'est pas le même. C'est la Yarok, c'est la feuille verte. Non, les verts, les Yeroukim, les verts, ont surtout une action au niveau municipal. Ils sont parvenus à se faire élire à la municipalité de Tel Aviv, Haïfa et d'autres grandes villes du pays. Ils n'ont pas encore réussi à percer à l'échelon national. Mais ils ont une activité dans les conseils municipaux qui est souvent importante. Mais là, la question, elle n'était pas là. La question, elle est, on a ici 2 communautés, les activistes politiques et les scientifiques qui se regardent un peu en chien de faïence.
parce que les activistes ont besoin de l'expertise des scientifiques sur certains domaines. On parle souvent des méfaits des téléphones cellulaires sur le cerveau. Il y a eu 40 études qui ont été publiées par la presse. On est toujours en train de se demander si c'est bon ou si c'est mauvais. Et les activistes de l'environnement veulent utiliser ces recherches et ne savent pas trop comment le faire. Myriam Charbit, vous pensez justement qu'Israël a la volonté politique et surtout de l'argent à consacrer justement au développement durable et à l'écologie? J'ai malheureusement le sentiment que c'est vraiment un sujet qui est un petit peu au placard pour le moment. Et c'est tout à fait dommage parce qu'en fait, on est en train d'abîmer notre environnement. Et Israël est un pays où il y a relativement peu de conscience de l'importance de l'environnement. À propos de ce que disait Maurice, dans la ville dans laquelle je vis, qui est Hod HaSharon, on a un membre de la municipalité, donc un conseiller municipal qui fait partie de ce parti des Verts, et chaque samedi, pendant plus de 3 ou 4 ans, il emmenait les gens de la ville se promener. Alors justement, on utilise quand même déjà beaucoup l'énergie solaire, c'est un bon début. C'est un gros début, mais pour un pays comme Israël, c'est vraiment insuffisant. Je veux dire, on voit très peu de centrales à l'énergie solaire. C'est comme pour le problème de l'eau. Je veux dire, les scientifiques nous disent toujours qu'il y a un problème d'eau, on va manquer d'eau, mais quand on sait que la majorité des eaux usées ne sont pas recyclées, alors on se pose des questions. Et toujours à propos de l'eau, on a maintenant de l'eau de désalinisation. Cette eau-là, est-ce qu'elle est propre à la consommation? On dit qu'il manque dans cette eau certains minéraux et que c'est un problème. Or, les scientifiques n'ont pas de réponse encore sur ces questions. Justement, qu'en est-il justement de l'accord qui a été signé entre la Jordanie et Israël pour justement la mer Morte? Qu'en est-il? Là, c'est un problème politique. Je veux dire, les deux parties sont d'accord sur le fait qu'il faut sauver la mer Morte, mais des deux côtés, on n'est pas d'accord parce qu'il y a des intérêts économiques énormes. La mer Morte est en train de fondre comme glace au soleil pour une simple raison, c'est qu'il y a des industries des deux côtés, des industries de potassium, qui pompent et qui travaillent sur cette mer pour sortir du potassium. C'est très important pour l'État d'Israël et pour l'économie jordanienne, mais sur le plan de l'écologie et de l'environnement, c'est un désastre. Allez, je propose maintenant de parler des fêtes de Pâques qui coïncident avec le début du printemps. Ce n'est donc pas uniquement une fête religieuse, mais aussi une fête de la nature. Les écoles et les ministères sont fermés. L'occasion de prendre le large. Des centaines de milliers de personnes quittent donc leur pays pour aller visiter l'Europe ou bien pour redécouvrir les richesses de leur propre territoire. Lise Barenbaum, vous allez nous dresser tout de suite le portrait de ces voyageurs infatigables. Regardez. 300 000 Israéliens s'apprêtent à quitter Israël pendant les fêtes de Pessah. Profitant de la fermeture des écoles et de nombreuses entreprises, les Israéliens vont battre la campagne. L'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv devrait voir 1 370 000 passagers transiter vers les destinations les plus populaires des touristes israéliens. Les grandes villes d'Europe centrale, la Thaïlande, les États-Unis, la Turquie et les îles grecques. Les files d'attente vont donc être longues pour accéder aux 7 400 vols prévus. Une augmentation de la fréquentation de 5% par rapport à l'année dernière. Le pic d'affluence à l'aéroport devrait se situer le jeudi 2 avril avec près de 65 000 passagers en partance pour l'étranger. Les prix des billets d'avion ont baissé de près de 15% cette année. L'explosion du low cost avec les compagnies Air Europa, EasyJet et Up ont boosté l'achat de billets long courrier. Et cette année, l'Extrême-Orient attire beaucoup. La Chine, l'Inde, le Cambodge et le Vietnam remportent tous les suffrages. À l'intérieur du pays, 400 000 Israéliens seront aussi de sortie. Les sites touristiques devraient être saturés. Les 250 parcs et réserves nationaux avaient même dû renvoyer des visiteurs chez eux l'année dernière. Parmi les lieux les plus populaires, la réserve naturelle En-Gedi, ses ruisseaux et ses sentiers de randonnée, la mer de Galilée et les nombreuses forêts du pays. Hôtels, maisons d'hôtes et gîtes, les chambres sont prises d'assaut à travers tout Israël. Gare aux embouteillages sur la route. Ouais. Alors Lise, quelles sont les destinations à la mode? Dites-nous. Alors cette année, dans le top 6, le numéro 1, c'est Rhodes, en Grèce, qui est très recherché, avec 26% de la demande. Ensuite, en deuxième position, on a une destination bien aimée des Israéliens, c'est Berlin, avec 16% des réservations. La Crète est au troisième rang, avec 13% des touristes, puis Londres, 10%. Cette année, Budapest intègre le top 5 avec 8% des choix et dépasse pour la première fois Prague, qui ne concentre que 7% des demandes. Et enfin, Amsterdam, bon sixième avec 5% des billets. À noter que l'année dernière, Paris était premier, mais cette année n'est même pas dans le top 6, sûrement à cause des attentats du mois de janvier. Alors Maurice, la Turquie, c'est fini pour destination préférée des Israéliens?
En partie, oui. Alors que ça a été la destination préférée des Israéliens pendant de longues années, aujourd'hui la Turquie est loin, loin, loin derrière. Les Israéliens apparemment préfèrent l'Europe et les États-Unis qui restent encore une des destinations favorites des Israéliens. Alors Myriam Charbit, que font les Israéliens pendant leurs vacances? Du bronzing ou bien ils partent à la découverte de nouvelles destinations? Ça dépend quels Israéliens, évidemment. Quand on parle des Israéliens qui partent en famille, ils adorent ce qu'on appelle les paquets. Alors les paquets, c'est tout compris, c'est-à-dire qu'on a l'hôtel, on a les repas, on a les excursions, et puis c'est plutôt détente au bord de la piscine. Le problème avec ce mode-là de vacances, c'est qu'en fait, on se retrouve entre Israéliens au bord de la piscine, à Rhodes ou en Crète, donc c'est pas forcément très dépaysant. Mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui se promènent ici en Israël, et donc eux, ils sont sur les sentiers de la Société de la protection de la nature. Et c'est vrai que pendant Chol HaMoed Pessah, c'est un peu compliqué parce qu'il y a partout énormément de monde, donc c'est pas forcément la meilleure période pour se promener. En tout cas, moi j'ai entendu une information, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Il paraît que l'occupation favorite des Israéliens pendant les vacances, c'est le shopping. C'est vrai? On les voit partout, il paraît dans les magasins, dévaliser les magasins. En Israël ou à l'étranger? Surtout dans les duty free. Ah, les duty free, oui. C'est vrai qu'ils aiment le shopping, les Israéliens. Oui, c'est une des activités. Je veux dire, il n'y a pas un Israélien qui voyage, qui n'a pas un budget shopping. Je veux dire, d'abord, on commence au duty free, ils achètent et ils laissent en consigne pour récupérer leurs achats au retour. Et aussi, ils raffolent des grands centres commerciaux, que ce soit à Paris, Londres ou aux États-Unis. Je veux dire, ils vont acheter des choses qui sont, disons, à portée de prix, alors qu'en Israël, tout est beaucoup plus cher. On aime tous le duty free, n'est-ce pas, Lise? Même si on n'est pas oui, vraiment en Israël, c'est le moment où on a le temps peut-être d'acheter, parce que dans l'année, on travaille beaucoup, donc on a un peu moins le temps de faire ses courses. En tout cas, ici en Israël, il n'y a pas de congé payé, hein, du tout. Si. Maurice. Oui, il y a des congés payés, mais ce ne sont pas les congés payés dans le sens des congés payés en France, où on part 4 semaines ou 5 semaines en vacances. Ici, les Israéliens font très attention avec leurs congés. Il y a très peu de jours. Il y a entre 12 et 20 jours de congés par an. Ils sont loin, les 5 semaines de congés payés en France. Il faut les étaler sur toute l'année. Et je pense que la moyenne, ça doit être 5-6 jours. Les Israéliens ne partent pas plus qu'une semaine en vacances, sauf destinations assez éloignées. Mais disons que pour aller à Rhodes, c'est une semaine maximum. Je veux dire, là, il y a toujours la recherche de comment rentabiliser au maximum le peu de congés qui est à disposition. Chaque jour de congé est donc précieux. Allez, on vient de le voir, 300 000 Israéliens vont prendre l'avion dans les jours qui viennent pour partir en vacances. Et apparemment, la terrible tragédie qui a endeuillé les dizaines de familles espagnoles et allemandes cette semaine ne les a pas dissuadés. On sait aujourd'hui que le copilote de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings a volontairement craché l'appareil dans les Alpes de Haute-Provence. Bilan 149 morts, et parmi les victimes, il y a un Israélien, Eyal Baum. On revient sur ces événements tragiques avec Cyril Amar. Il attendait ce voyage avec impatience. Pour joindre l'utile à l'agréable, Eyal Baum avait décidé de rendre visite à ses proches à Francfort après un déplacement professionnel à Mönchengladbach. Mais le sort en a décidé autrement. La veille, son père lui avait pourtant proposé de modifier son itinéraire. Eyal m'a appelé lundi, je lui ai dit « Tu devrais plutôt prendre un billet pour Francfort. Louer une voiture, fais ce que tu as à faire à Düsseldorf et ensuite tu reviendras à Francfort voir ta famille. » Mardi, c'est par les médias que le père d'Eyal apprend la terrible nouvelle, avant qu'elle ne lui soit confirmée par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères israélien. J'ai appris la nouvelle en lisant Internet. Dès lors, l'enfer a commencé. Je ne savais pas à bord de quel vol il était. J'ai fait les 100 pas, tel un somnambule, jusqu'à ce que je comprenne. Au début, on n'était pas sûr, et puis les choses se sont précisées. Passionné d'informatique, cet Israélien de 39 ans s'était installé à Barcelone il y a quelques années. Il exerçait en tant qu'analyste informaticien pour une grande enseigne de prêt-à-porter espagnole. C'est aussi dans la capitale catalane qu'il avait rencontré Jen, celle qui deviendra son épouse, et avec qui il avait pour projet de fonder une famille. Dévasté par la douleur, sa sœur Lital se souvient d'Eyal. Il aimait beaucoup Israël. Il avait langui sa famille, ses amis. Tout ça lui manquait beaucoup là-bas. La semaine prochaine, il aurait dû être parmi nous. Maman avait rempli le réfrigérateur de tout ce qu'il aimait. Et la terrible nouvelle est tombée hier.
Sans céder à la colère, Lital et son père déplorent toutefois le manque d'informations en provenance du lieu du drame. Nous voulons savoir où en sont les recherches. Est-ce qu'elles se poursuivent? Qui est sur le terrain? Nous sommes dans l'incertitude la plus absolue, même si nous comprenons qu'il n'y a aucun survivant. Alors Lise Barenbaum, qui était Eyal Baum? Alors Eyal Baum a suivi le parcours assez classique de tous les Israéliens, l'armée puis les études, et puis il a rejoint son grand frère qui a ouvert donc une entreprise à Barcelone. L'entreprise a fermé, lui il a préféré rester en Espagne où il s'est marié puis a été recruté pour un groupe effectivement de prêt-à-porter espagnol. Cette année il devait rentrer en Israël pour les fêtes de Pessah. Sa famille ne s'est pas rendue en France et attend que lui rentre à la maison. Alors en tant que femme et mère, Myriam, est-ce que vous avez des craintes à prendre l'avion? Vous savez, il y a des gens qui finalement voyagent séparés. Est-ce que j'ai des craintes quand je monte dans l'avion avec ma famille ou avec mon mari? Non, j'ai d'autres phobies, mais pas celle-là. Mais je sais que ça existe et je sais qu'il y a pas mal de gens que je connais qui effectivement ne partent jamais ensemble, ne prennent jamais l'avion ensemble. Maurice, le fait justement que le copilote ait volontairement craché l'appareil, vous, ça vous rassure? Expliquez-nous pourquoi. Dans une certaine mesure, c'est rassurant parce que il faut savoir que sur les 20 dernières années, excusez-moi, il y a eu à peu près 10 cas comme ça de pilotes qui ont, comme on dit vulgairement, péter les plombs et cracher leur appareil. Ça représente 0,5% des accidents de transport aérien, ce qui est vraiment minime. Donc finalement, quelque part, je me dis vaut mieux ce genre de choses que des avaries techniques à répétition. Je veux dire, le fait qu'on sache que c'est un phénomène humain, il y a des choses à laquelle on ne peut pas échapper. Ça laisse penser que finalement l'aviation, c'est un des transports les plus sûrs. Alors sur les réseaux sociaux, les rumeurs les plus diverses ont circulé cette semaine, et notamment le fait que le copilote aurait été converti à l'islam. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse, Maurice? Pas encore, je veux dire, là ce sont des rumeurs, on ne peut pas savoir. Pour les 149 passagers, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, je veux dire, depuis le début, tout le monde se pose la question de l'attentat terroriste ou incident technique ou avarie. Là, même s'il s'agit d'un acte terroriste, je veux dire, on peut difficilement poser la question est-ce que le copilote était musulman ou pas. Je veux dire, d'abord, ça entache tous les musulmans, je veux dire, parce que c'est un pilote musulman, donc il aurait des tendances suicidaires, pas du tout, je ne crois pas. Et deuxièmement, c'est pas prouvé. Je veux dire, pour le moment, ce sont vraiment des rumeurs. Allez, on va passer à une autre rubrique, Israël en bref, et c'est la Hongrie qui énerve Israël à l'Eurovision, Lise Barenbaum. Et oui, parce que la chanson hongroise qui sera présentée lors de l'Eurovision et qui est intitulée Guerre pour rien mentionne l'opération bordure protectrice de cet été. Dans les paroles, on peut entendre 2014 Gaza, les 2 tiers des victimes étaient des civils, dont plus de 500 enfants, ce qui a évidemment provoqué la colère de l'ambassadeur israélien Ilan Mor, qui a demandé à ce que ces passages soient effacés de la chanson, et il a obtenu gain de cause puisque selon le règlement de l'Eurovision, les chansons ne peuvent pas diffuser de messages politiques, donc le passage sera bel et bien effacé lors du concours. Alors Myriam, le concours de l'Eurovision était très populaire dans les années 70, on se souvient tous d'Abanibi, vous voulez nous en faire un petit extrait? Alléluia. Et aujourd'hui, l'intérêt semble baisser, comment vous l'expliquez? D'abord parce qu'on ne gagne plus, avant on gagnait. Donc c'est tout simple, Moi je me rappelle que quand j'ai fait mon allée en 84, c'était vraiment un événement national, C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On était tout à fait sûr qu'on allait gagner. On a souvent gagné, ou si on ne gagnait pas, au moins on était 2e ou 3e. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup moins populaire, parce que même si l'ambassadeur de Hongrie n'est pas content qu'on mette le nombre des victimes de la dernière opération militaire dans les chansons, il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de victimes civiles et que c'est quand même affligeant. Et que donc on est moins populaire dans le monde. C'est pas une nouvelle, ça. Alors justement, Lise, cette semaine, on va parler de la femme de la semaine, et elle conjugue talent et beauté. Oui, il s'agit de l'actrice et mannequin israélienne Gal Gadot, qui interprétera Wonder Woman au cinéma en 2016. Alors elle vient d'être choisie par la marque Gucci pour incarner son nouveau parfum Bamboo. Elle succède donc à Blake Lively dans ce rôle d'ambassadrice. Elle a 29 ans et elle a déjà tourné dans la saga Fast and Furious avant d'être en 2004 couronnée Miss Israël. Alors vous préférez l'image de nos top modèles ou bien vous préférez l'image de nos femmes politiques, Maurice Fergan?
Moi, je ne sais pas, les deux. Les deux, mais non, je me demande, moi je me pose la question comme tout le monde. Et pourquoi pas nos femmes à l'armée finalement? Oui, est-ce que c'est ça qui représente l'État d'Israël? Est-ce que ce sont des top modèles ou est-ce que ce sont nos femmes politiques? Je veux dire, on a eu Golda Meir, on a Tsipi Livni, avec même toutes les critiques qu'on peut avoir pour Tsipi Livni. On a eu Zehava Galon, qui est aussi une bonne politicienne. Je ne comprends pas qu'on mette en avant des femmes simplement pour leur beauté physique. Merci Lise, Maurice, Myriam. Grâce à vous, chaque semaine, nous découvrons un petit peu plus de ce qui se passe en Israël. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'Israël Inside. Restez avec nous. Tout de suite, nos chroniqueurs. Nous allons parler gastronomie, voyage, innovation et éducation. Ne changez pas de chaîne.